Donc, pour la dernière présentation de notre côté petits fruits, je vais vous parler de complémentarité d'ennemis naturels pour la drosophile LTHD. Donc, c'est un projet qu'on fait à l'IRDA sur la plateforme en collaboration avec Christian Lacroix, donc agronome au MAPAC. C'est un projet financé par le Prime Vert. Bon, la drosophile LTHD, je ne veux pas vous en parler trop sur le détail de qu'est-ce que c'est, puisque beaucoup d'entre vous doivent le savoir. C'est un ravageur originaire d'Asie du Sud-Est, reproduction très, très rapide, 7 à 15 générations par année. On dit souvent qu'elle a un ovipositeur acéré, mais c'est parmi les drosophiles celle qui possède l'ovipositeur le plus grand. Elle pond ses œufs dans des petits fruits, donc fraises, framboises, bleuets, cerises. Et les œufs vont se développer en larves qui vont manger l'intérieur du fruit. Et c'est la particularité de ces ravageurs-là, c'est qu'elle attaque les fruits qui sont prêts à être récoltés. Donc, elle provoque des pertes de récolte très importantes. En régie biologique, toujours, c'est difficile à se débarrasser de la drosophile LTHD. Donc, comme tantôt, Elisabeth le disait, maintenant, le traitement Entrust, qui est souvent utilisé un peu pour tous les ravageurs en agriculture biologique, pour la drosophile est limité à 2 traitements consécutifs pour les risques de résistance. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, bon, il y a les filets, il y a le biopesticide, mais on peut exploiter différentes avenues pour le futur pour essayer de mieux gérer ce ravageur. Et donc, dans les pistes de lutte biologique, il y en a plusieurs qui sont à l'étude. Nous avons donc travaillé sur les prédateurs ici au laboratoire. Vous avez ici un tableau que j'ai déjà présenté dans d'autres présentations qui résume un peu les prédateurs qui ont déjà été testés, majoritairement en laboratoire. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, c'est souvent des taux de prédation qu'on a. Donc, vous avez les différentes espèces à gauche ici, les stades attaqués dans la deuxième colonne, et les différents pourcentages de prédation que j'ai observés dans la littérature avec les références. Dans notre laboratoire, donc, on a accueilli une étudiante, Fanny, qui a travaillé donc, sur les ennemis naturels pour la drosophile et donc qui est toujours au doctorat, notamment en collaboration et dans le laboratoire de Valérie Fournier. Donc, nous, on s'est intéressés aux résultats donc, de Fanny qui est en rédaction. Et Fanny a publié un papier sur les tests qu'elle avait fait avec différents ennemis naturels et elle avait trouvé des choses très intéressantes. Donc ici, c'est tiré de son article où elle a testé différents prédateurs. Donc, elle a aussi testé des parasitoïdes, mais là, donc, je vous présente juste, j'ai juste copié en fait un graphique issu de son article qui donc montre pour différents prédateurs, notamment Chrysoperla carnea, Deziphus hesperus, Orius insidosus. Donc, en laboratoire, quels sont les stades qui sont attaqués, les stades de vie de Drosophila suzuki. Donc, ici, par exemple, la chrysope, vous voyez que significativement, elle mange plus d'œufs que d'autres insectes. Les larves aussi sont mangées par la chrysope et également par Orius. Donc, c'est notamment les 3 prédateurs que je vais vous parler, qu'on a ciblés, sont des mangeurs d'œufs ou de larves de drosophiles. Donc, ce qui est intéressant, très peu de prédateurs, en fait, attaquent les adultes. Donc, l'objectif du projet, c'était un peu de poursuivre ce que Fanny a fait. En fait, dans le sens, ce qu'elle a observé en laboratoire, on trouvait ça très intéressant et on se pose toujours la question, ouais, ben, une fois sorti du laboratoire, ça donne quoi? Donc, on avait comme objectif de développer une méthode de lutte à l'aide de lâcher, qui quand même, c'est assez ambitieux. En général, 2 ans pour développer ça, c'est assez court. Mais on voulait voir si les combinaisons d'ennemis naturels étaient efficaces dans la production de fraises à jour neutre, donc biologiques, contre la drosophile. Et on voulait voir aussi dans un deuxième objectif si ces prédateurs-là pouvaient aussi avoir un effet sur les autres ravageurs. Parce que vous verrez, c'est des prédateurs généralistes quand même. Ils ont beau s'attaquer à la drosophile, ils peuvent manger d'autres choses. Donc, on voulait voir si ça pouvait aussi avoir un effet sur les autres ravageurs présents sur la parcelle et diminuer les dommages. On a donc testé 4 traitements. Donc, vous avez ici à gauche, en haut, Orius insidiosus.
Au milieu, vous avez Disiphus spirus et à droite, ici sur la photo, des cartes avec des œufs de chrysope. Donc, on a comparé un traitement témoin où il n'y avait pas de traitement bio-insecticide, donc il n'y avait rien, il n'y avait pas de méthode de lutte contre la drosophile, donc c'était un vrai traitement témoin. Le deuxième traitement, c'était le traitement CO, qui est une combinaison de prédateurs naturels, Orius insidiosus et des œufs de chrysope. Le troisième traitement, qui est une combinaison de Disiphus spirus et d'œufs de chrysope. Et le quatrième, qui est une combinaison des trois. Donc, l'idée, c'était de voir s'il y avait une certaine complémentarité ou, au contraire, si ça pouvait ne pas fonctionner de mettre plusieurs prédateurs ensemble ou s'ils allaient être trop distraits par d'autres ravageurs présents dans les parcelles. Donc, vous avez ici le dispositif expérimental. Bon, c'est un peu raide à ingérer comme ça. Mais bon, ce qui est important de voir, c'est un dispositif aléatoire avec, en gris ici, tout le long, c'est des rangs de fraises. Donc, vous aviez 4 buttes de fraises sur lesquelles on a disposé à chaque fois une répétition de chaque traitement. Donc, le T pour témoin, CO, CD, COD pour les différents traitements comparés. On a en fait introduit sur les différents rangs, mais les données n'ont été prises que sur les 2 rangs du milieu. Et on a donc répété ces rangs 5 fois. Donc, pour faire 5 répétitions, on a placé aussi donc, les points rouges, c'est les pièges à drosophiles, les GP traps, pour évaluer les populations de drosophiles dans la parcelle. Évidemment, les parcelles n'étaient pas cloisonnées. Les drosophiles allaient où elles voulaient. Donc, l'idée, c'était de voir si les introductions de prédateurs localement pouvaient réduire les drosophiles. Donc, on s'entend qu'il va y avoir toujours des réinfestations. La parcelle ressemblait à ça. Donc, ça, c'est juste un morceau. C'est juste une partie, donc une répétition, un bloc de répétition, en fait. Si on regarde ce que ça donnait, donc les plants étaient sur but de plastique. Un autre rang avait été semé pour limiter la propagation des mauvaises herbes. C'est des plants Seascape qui ont été plantés en quinconce, suivant les normes de plantation. Également, on a appliqué une régie biologique et donc une fertilisation biologique et on a fait un entretien de nos plants avant l'introduction des prédateurs. Donc, s'il y avait d'autres ravageurs qui étaient présents, on a fait des traitements. Une fois que les prédateurs étaient introduits, on a arrêté les traitements d'entretien, donc s'il y avait des infestations, mais en général, on n'a pas eu des taux énormes d'infestation. Donc, on a pris les données sur toutes les buttes. Au niveau de la présence des fleurs, quand est-ce qu'elles sont arrivées, le début du cueillette, etc. Au niveau de la méthodologie, vous verrez après, avec l'évolution des drosophiles sur la parcelle, on a dû procéder à des introductions. Donc, on a l'avantage d'avoir un élevage de drosophiles au laboratoire. Donc, quand il n'y a pas le ravageur qui est assez grand, que les populations sont assez grandes sur la parcelle, ben, on peut en introduire. Donc, vous verrez pourquoi on en a introduit. Donc, les 10 et 14 août, on a introduit des adultes. On les a relâchés sur les parcelles, 40 par répétition. Donc, pour dire de se bâtir, en fait, une population de ravageurs. Également, les prédateurs, donc, on les a introduits de manière préventive dès le 9 juillet. Donc, bien avant que les fraises ne soient présentes au stade fruits rouges, et cela pendant 11 semaines. Donc, c'est une fraise à jour neutre, donc il fallait vraiment couvrir le plus possible la période de production. On a été avec les doses recommandées sur les sites de vente de prédateurs, donc pour Disiphus spirus, Orius, puis les chrysopes. Vous voyez les doses recommandées ici, puis on l'a calculé donc avec les superficies à couvrir, le nombre d'individus qu'on devait introduire. Étant donné que c'est une expérience scientifique, on a vraiment mis le nombre d'individus qu'on avait calculé. Donc, ce n'est pas comme en champ où on introduit, on achète une bouteille, ben, on répartit toute la bouteille. Et là, il fallait vraiment qu'on répartisse la quantité qu'on avait besoin suivant la dose recommandée par mètre carré. Ici, ça vous donne un petit exemple. Bon, je ne veux pas trop vous détailler, mais dans le fond, ici, en blanc, vous avez de 1 à 23, c'est le nombre de plantes framboisiers qu'on avait alterné en double rang. Donc ici, c'est un rang de fraises sur but. Le gris, c'est l'entre-rang. Puis vous avez donc les 3 autres rangs de fraises. Donc ça vous donne une idée
de où on a introduit les prédateurs. Donc, la chrysope était toujours introduite sur, en tout cas pour les semaines 1, 4 et 7, étaient toujours introduits les œufs sur le plan numéro 11. On essayait d'introduire les prédateurs pas trop proches pour pas qu'il y ait de prédation entre eux. Les Disiphus étaient toujours introduits sur le plan 13, donc durant ces semaines-là, et les Orius étaient répartis dans les plans sur les côtés. On a choisi ce plan d'introduction en fonction de l'écologie du prédateur, et on voulait aussi que ça soit bien réparti sur la butte et qu'on puisse l'appliquer dans tous les traitements. Donc, quand on avait juste la chrysope et Disiphus, ben, ils étaient juste introduits sur le central, sur le centre en fait, de la butte. Et après, ils pouvaient donc aller se répartir sur les bords latéraux de la butte. Et pareil pour les buttes qui recevaient finalement les traitements chrysope et Orius. Donc, après, à chaque semaine, on a alterné un peu pour ne pas mettre toujours aux mêmes endroits les Orius, les chrysopes et les Disiphus. Donc, on a introduit sur des plans juste voisins, en fait. Donc, ça vous donne une idée du patron d'introduction. Ça ressemblait à ça sur le terrain, donc et en laboratoire. Donc, pour les préparer, c'était quand même beaucoup de préparation. On a préparé toutes nos petites plaquettes avec les œufs collés, donc achetés chez Plant Product. Et les Disiphus hesperus étaient reçus dans de la vermiculite. Donc ici, on en a dans les petits pétris. Et sur les plans, donc, on comptait les nombres d'individus qu'on mettait dans des pots pour aller introduire sur le terrain. Ça ressemblait à ça. Donc finalement, nos Disiphus étaient dans les pots. On les relâchait sur les plans. C'est sûr que vous verrez après dans les résultats, on a fait des observations pour suivre nos prédateurs et les ravageurs. Donc, on a eu des cas, par exemple, de cartes avec des œufs complètement mangés. Cependant, ce qui était intéressant, c'est qu'on a quand même observé des chrysopes adultes. Donc, certaines se sont rendues au stade adulte sur le terrain, donc on les voit ici, et des chrysopes là. Donc, ça, c'est un peu des photos de ce qu'on a observé. Au niveau de la méthodologie pour continuer, on a fait un dépistage hebdomadaire de tous les autres ravageurs présents et des prédateurs. Donc, l'Harpalus, le Thrips des petits fruits, les Punesternes, Tétranyque à 2 points et les 3 prédateurs qu'on a introduits dans chaque parcelle. On a fait des récoltes 3 fois semaine. Donc, tous les fruits matures de 12 fraisiers avaient été dénombrés et pesés pour calculer le calibre moyen. On voulait avoir des idées de rendement et de calibre sur notre parcelle. Donc, c'est toujours intéressant pour voir finalement la performance de notre parcelle. Également, on a pris 30 fruits par parcelle pour les trier en vendables et non vendables, les peser et les qualifier suivant les dommages pour voir finalement si nos prédateurs avaient diminué certains dommages. On n'a pas juste fait les dommages de ravageurs, on a fait les dommages aussi de maladies, si on avait de l'anthracnose, la moisissure grise, du blanc, et des dommages abiotiques. Donc, ici, on parle de chaleur, d'insolation, d'excès d'eau, des petits calibres, mauvaise pollinisation, sécheresse ou d'autres carences. Et on a aussi utilisé 30 fruits par parcelle, donc toujours sur le milieu des parcelles, pour les incuber pendant 15 jours pour déterminer s'il y avait émergence de drosophiles, les sexer, les dénombrer, et donc les identifier à l'espèce. Si on regarde les résultats, donc ça vous donne ici une idée donc, des populations de drosophiles durant la première saison du projet. Donc, c'est des résultats de première année. Vous avez l'évolution des populations donc, en bleu ici. Et nos prédateurs ont été introduits, donc, je vous avais dit, le 9 juillet, ici, donc avant les premières récoltes. Vous avez ici, un peu après le 14 juillet, vous aviez les premières récoltes de fruits. Cependant, si vous vous souvenez, l'été passé, il y a eu des grosses périodes de sécheresse, pas de sécheresse, de chaleur intense, qui font que la fraise a carrément diminué, voire stoppé l'initiation florale, ce qui a fait qu'on a une grosse période sans fraise. Ce qui peut expliquer aussi que nos drosophiles n'étaient pas présentes pendant cette période-là, il n'y avait pas de fruits. Donc, on a dû en introduire à la fin de la période de sans fraises, sans récolte. Donc, on avait vraiment un très gros trou. Et par mesure de sécurité, on ne savait pas si les populations allaient monter. Donc, on en a introduit à deux moments. Donc, je vous ai spécifié les 10 et 14 août. Donc, après, les populations ont explosé. Si on regarde les ravageurs et les prédateurs qui ont été retrouvés dans les différentes parcelles. Donc, je vous rappelle ici, il y a les 4 parcelles, CD, CO, COD et témoins. On a donc regardé, je vous ai présenté ici donc, la punesterne qui est en bleu,
les trips qui sont en gris, les tétraniques qui sont en jaune, donc au jaune orangé, qui ont quand même des populations importantes, et les prédateurs ici qui sont en orange foncé. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les parcelles et donc les prédateurs sont très présents dans toutes les parcelles. Vous allez me dire, oh, il y en a dans les témoins. C'est normal, il y a des prédateurs naturellement qui étaient là. Bon, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on ne voit pas de différence entre nos lots de prédateurs entre les parcelles. Donc, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, il y avait quand même des grosses infestations de tétraniques. Donc, on avait fait des traitements quand même avant les introductions de prédateurs. Et donc, il n'y avait pas de différence significative sur le nombre moyen cumulé sur la saison. Si on regarde les résultats pour la drosophile, donc là, c'est la partie qui est la plus intéressante, même si les résultats sont quand même, enfin, les histogrammes sont très élevés. Donc ici, vous avez la proportion de fruits infestés. Ce n'est pas le nombre de drosophiles, c'est le nombre de fruits qui ont été infestés, donc qui ont été mis en incubation et dans lesquels on a trouvé au moins une drosophile. Donc vous voyez qu'ici, il y a une différence significative. Dans les témoins, on en a plus que dans toutes les autres parcelles. Donc, on a clairement, significativement moins de fruits infestés dans nos parcelles avec prédateurs. Entre les différentes combinaisons, par contre, il n'y a pas de différence significative. Ça reste que c'est quand même des proportions qui sont élevées, ça on le sait. Mais il y a quand même un début en tout cas, il y a une différence, donc il y a un début d'observation de choses intéressantes pour nous, entomologistes. Les incubations, ce n'est pas toujours rigolo à faire, dans le sens que le résultat, au bout de 15 jours, ça ressemble à ça. Donc, on a incubé les fraises sur du sable qui a été stérilisé, mais ça reste que ça peut faire soit une très grosse soupe, soit un bain de maladie. On est quand même capable de retrouver les drosophiles à travers tout ça. Donc, vous voyez ici des petits yeux rouges, hein, c'est les drosophiles qui sont dans le liquide mélangé de fraises et de sable, et ici dans la moisissure grise. Donc, on est capable de les compter et de les sexer. Ce qu'on a remarqué donc, ici, qui était un peu décevant, parce qu'on voit quand même une certaine tendance, mais il n'y a pas de différence significative. Ici, vous avez le nombre moyen de drosophiles par fruit. Donc, on s'aperçoit que dans les 3 parcelles avec prédateurs, ce n'est pas significativement différent du témoin, même si on voit un peu la même tendance qu'au précédent graphique. Donc, on voit quand même qu'il y a une baisse. Mais ce n'est pas significatif. Si on regarde les dommages, donc ici vous avez les dommages moyens sur fruits en fonction de différents traitements, donc toujours les 4 traitements ici, et en fonction des dommages qui ont été qualifiés pour la punaise terne, pour l'arpalus, les grillons, les guêpes, les maladies ici en orange, les dommages abiotiques en bleu clair et en mauve, les autres ravageurs qui ont attaqué donc, les fruits. Donc, il n'y a pas de différence significative entre tous les traitements. Donc, dans le fond, les prédateurs n'ont pas réduit les dommages causés, par exemple, par la punaise terne ou par d'autres ravageurs. On a eu quand même beaucoup de dommages abiotiques durant cette saison-ci. Si on regarde au niveau des fruits, donc ça, c'est un peu plus loin. Donc, c'est sûr que c'est relié à la drosophile, mais on s'entend qu'on va loin ici parce qu'on regarde un peu ce qui est le poids des fruits vendables, non vendables. Mais là, tout interfère, évidemment, tous les dommages. Le nombre de fruits qui a été produit par parcelle et le calibre moyen sur la saison. Donc, pour tous les graphiques, on n'a pas de différence significative. C'est sûr que nous, sur nos parcelles, on a quand même très peu de traitements, donc on a quand même une très grosse partie de fraises qui ne sont non vendables, comparativement aux vendables. Toujours est-il donc que les traitements, pour l'instant, n'ont pas eu d'effet sur, dans le fond, ce qui va être récolté, vendu. Si on regarde donc en conclusion par rapport à ces premiers résultats, c'est sûr que nous, on trouve ça quand même par rapport à l'objectif 1, qui était de regarder s'il y avait une complémentarité des prédateurs qui pouvaient réduire les populations. On trouvait ça intéressant, le fait de passer au terrain puis de voir un effet positif. En tant qu'entomologiste, on sait que souvent, quand on passe au terrain, on a des beaux résultats en labo, puis une fois rendu au terrain, ouf, c'est moche. Donc là, on a quand même des beaux résultats dans le sens qu'il y a eu un effet positif. Bon, ce n'est pas encore génial, mais c'est un premier pas.
On a eu beaucoup de problématiques avec les prédateurs. Bon, dans le fond, ce qui se passe, c'est quand on regarde les prédateurs qui arrivent, qu'on commande, c'est toujours moindre que prévu. On a eu beaucoup de difficultés au long de la saison. Bon, il y a eu le Covid aussi, qui fait que les envois, des fois, ont été retardés avec les transporteurs. Mais de manière générale, tous les individus qu'on a achetés, on avait toujours un nombre moindre que ce qui était marqué sur le paquet. Donc, pour Orius et Dizifus, des fois, on n'a pas eu le nombre qu'il fallait pour introduire. On faisait des contrôles qualité à chaque réception. Également, les cartes de Chrysop, bon, il faut savoir qu'on a beau avoir un nombre d'œufs dessus, c'est 28% qui émergent des œufs. Pour finalement avoir, pour 150 œufs, on a environ 5 à 6 larves de stade 2 qui vont arriver donc à ce stade-là. En contrôle qualité en laboratoire, c'est ce qu'on a observé. Donc, c'est sûr que même avec une carte qui comprend un nombre d'œufs qui est mis dessus, on a quand même un gros pourcentage de mortalité ou sinon de prédation entre les larves qui vont émerger. Et même si des œufs factices sont mis sur ces cartes. Un autre point aussi, c'est que les quantités qui sont recommandées sur les sites qui vendent les prédateurs généralistes ne sont pas forcément adaptés à la drosophile. Ce ne sont pas des prédateurs qui sont vendus pour ce ravageur-là. Donc, c'est vraiment important aussi de le garder en tête. Là, on essaye avec des doses qui sont recommandées pour d'autres ravageurs, donc qui sont des aleurodes, qui sont des pucerons, des trips, donc c'est à adapter. Mais rien qu'avec les doses déjà présentes sur les sites de fournisseurs, donc on voit qu'on a quand même déjà un petit effet, donc c'est vraiment intéressant. On n'a pas eu d'effet sur les autres ravageurs par rapport à notre objectif 2. Donc, on trouve quand même que les résultats sont encourageants, mais on s'entend que c'est loin d'être économique. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à regarder. Et donc, on va répéter cette expérience-là en 2021 en essayant d'atteindre les nombres de prédateurs dont on a besoin, donc en ajustant nos commandes et en repassant dans cette expérience-là avec une nouvelle saison, donc pour voir si on peut reproduire ces résultats et les améliorer. Donc, je finirai là-dessus, puis je remercie le programme subventionnaire, donc le Prime Vert, et tous les étudiants de l'IRDA et le personnel des opérations qui a permis de réaliser ce projet.